Sacha Labouret, bonjour. Bonjour Delphine, Bienvenue sur la chaîne YouTube Alpacity. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. merci de m'avoir invité. Alors, tu es le cofondateur de CloudBees et aujourd'hui responsable de la stratégie. Et avant de rentrer dans tous ces sujets ultra intéressants au niveau de la tech, du développement et de l'informatique de manière générale, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Voilà, je m'appelle Sacha, je suis Neuchâtelois, à Neuchâtel comme on Mhm. dit. J'ai toujours vécu à Neuchâtel, j'ai fait mes études à Neuchâtel, je suis allé faire les PFL ensuite, et puis mon activité professionnelle se résume à un peu de travail pendant mes études en tant qu'indépendant, et ensuite une première société, JBoss, active dans l'open source, qu'on a revendu à Red Hat, et puis après une autre société, CloudBees. Donc ça fait 13 ans que je travaille chez CloudBees. Donc principalement de l'entrepreneuriat et du logiciel. Alors justement, entrepreneuriat, surtout autodidacte, et notamment dans l'informatique. Comment on fait pour faire toute cette carrière, cette belle carrière en autodidacte? Oui, alors ça fait bizarre de dire que je suis autodidacte, j'ai fait les PFL en informatique, Oui. mais c'est pas complètement faux, parce que c'est vrai on apprend plein de belles choses à l'EPFL, beaucoup des fondamentaux, je dirais, de l'informatique, de la théorie et autres, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on soit nécessairement bon dans la pratique ou utilisable dans la pratique directement, donc il y a toujours cette transformation qui doit avoir lieu. Alors moi, cette transformation, c'est vrai que je l'ai faite pendant les études, à partir de la fin de la seconde, de la deuxième, début de la troisième, avec quatre amis, dont un que vous avez interviewé il y a peu de temps, Ramzi Bouzerda. On avait créé notre société. Alors, on était tous indépendants et on avait une sorte de nom commun. C'est le groupe Enea. Moi, c'était Cogito. Voilà. Et donc, on travaillait, on gagnait de l'argent comme ça. Moi, ça m'a permis de payer mes études sur la deuxième partie. Et c'était passionnant parce qu'on est en interaction avec les clients et souvent on est en échec puisque on n'a aucune idée de ce qu'on va faire. Une fois on fait des réseaux informatiques, une fois on aide des PME à gérer leur parc, on vend des PC, on fait du développement logiciel. Et pour moi ça a donné une troisième dimension finalement à tout ce que j'apprenais à l'EPFL puisque j'arrivais à mettre en relation la théorie avec la pratique. Ça rendait les choses beaucoup plus intéressantes, même si plus on se rapprochait de la fin, moins j'allais à l'EPFL. Je me rappelle avoir découvert un de mes profs pendant l'examen. Il m'a dit: «Ah, c'est vous, monsieur Labouret», et donc c'était toujours assez drôle. Moi, je voulais parler un tout petit peu d'open source, Oui. parce que je sais que bah, voilà, tu as travaillé dans ce domaine-là, tu as bien creusé le sujet. Est-ce qu'on arrive à ressortir un modèle d'affaires avec des systèmes d'open source? Alors, l'open source, c'est passionnant. Euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, on en parle dans beaucoup de domaines. On parle d'open source quand on parle de données, on parle d'open source quand on parle d'intelligence. On le voit aujourd'hui avec l'Ukraine, on a des groupes de recherche qui sont dits open source. Mais ça a commencé effectivement durant les années 90. Et donc, quand moi j'ai fait ma première expérience dans l'open source, c'était au début des années, c'était années 2000, 2001. J'ai contribué dans l'open source et c'était très étonnant parce que c'était un monde qui était en pleine découverte. Il n'y avait pas de modèle économique, c'était vraiment un modèle collaboratif. C'était des passionnés qui sont partout sur la planète, qui se réveillent un jour et qui disent: «Moi, j'adore faire ce genre de truc, je vais contribuer». Et donc, on se retrouvait avec un Russe qui adorait les moniteurs transactionnels, un Japonais qui adorait la communication à distance informatique, et tout ça se retrouve au sein d'un même projet. Et c'est quand même fantastique de se dire qu'il y a quelqu'un qui est peut-être parmi les 10 personnes qui adorent les moniteurs transactionnels, qui va contribuer à ça. Donc il y a vraiment une passion qui est très différente. Après, la question, c'est si on fait ça le soir ou le week-end, c'est sympa, mais est-ce que ça peut devenir un job? Donc, c'est Mhm. la recherche du modèle économique. Au début des années 2000, c'était tout sauf une évidence. Comment est-ce qu'on va faire de l'argent avec quelque chose de gratuit? Et Red Hat a finalement été une des sociétés qui a été une des premières à créer ce business model. Nous, on était une des quelques sociétés, peut-être certains se souviendront de compagnies comme MySQL, JBoss, on était les quelques sociétés qui essayaient de se trouver sur ce business model. Alors,
Ce qui est étonnant finalement dans le business model open source, c'est que l'open source génère beaucoup de complexité en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, qui vont produire du code avec des niveaux de complexité différents, de maturité. Certains bouts de code vont être très stables, d'autres pas stables du tout. Et c'est la beauté de ce bazar, hein. On oppose souvent, il y a un écrit célèbre qui est La cathédrale et le bazar, qui décrit le monde propriétaire du monde open source. Donc on est dans ce bazar. Et donc une valeur qu'on peut créer pour les clients finalement, c'est de mettre de l'ordre dans ce bazar, puisque les sociétés, elles, ne vont pas savoir comment consommer un bazar. Elles doivent fonctionner selon des procédures très rigides. On va mettre à jour son logiciel peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, en suivant des procédures très, très standardisées. Et donc si on leur dit, ah oui, il y a un projet open source, allez-y, ça va être sympa, venez contribuer le week-end, c'est pas quelque chose avec lequel elles savent interagir. Et donc il y a une sorte de processus d'industrialisation de l'open source qui doit avoir lieu, où finalement on ne va pas nécessairement créer de la valeur en plus, mais on va supprimer de la valeur. On va dire, OK, je vais prendre le sous-ensemble qui est stable, qui est fiable, que l'on est prêt à défendre finalement en termes de sécurité, de tout un aspect, tout un ensemble de critères, et on va vous le fournir chaque mois de manière fiable. Vous savez que vous pourrez mettre à jour de manière tranquille et autres. On va vous offrir du support. Donc en fait, c'est toute cette couche de paix de l'esprit qu'on va pouvoir fournir à ces sociétés pour qu'elles puissent consommer de l'open source comme si c'était un logiciel traditionnel finalement. Tu es neuchâtelois, tu l'as dit. Tu as développé CloudBees aux États-Unis. Pourquoi ce choix? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire tout ça aux États-Unis? Alors effectivement, j'ai fait toutes mes expériences professionnelles aux États-Unis, à part la toute première à l'EPFL. J'ai pas tenté ça, mais toutes celles d'après se sont faites aux États-Unis. Et je dirais que la première s'est faite un petit peu par hasard. Le fondateur du projet open source, Marc Fleury, était un Français en Californie. La première société qu'il avait créée s'était plantée. Il était revenu vivre avec sa femme et sa fille chez ses beaux-parents à Atlanta. Et il donnait toujours cette histoire. Il disait, contrairement à Hewlett Packard, j'ai pas créé ma société dans mon garage, j'ai créé ma société dans le garage de mes beaux-parents, ce que je trouvais toujours assez drôle. Et donc, ça s'est fait par hasard. J'ai rencontré Marc à Londres lors d'une formation. J'avais plus un rond d'ailleurs. J'ai mis mes derniers sous pour aller sur cette formation. J'ai rencontré Marc et ça s'est très bien passé. Donc, on s'est mis en avant pour créer la société à plusieurs. Et donc, tout naturellement, ça s'est fait là. Et j'ai beaucoup appris, en fait, puisque ma vision, ma première société, d'une certaine manière, que j'ai faite pendant mes études, c'était surtout Sacha vend ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de l'informatique. Mais il n'y a pas de montée en charge possible, puisque j'arrivais pas à me cloner. Donc, j'étais finalement, rétrospectivement, j'étais assez mauvais. Je pense pas être nécessairement excellent maintenant, mais j'étais particulièrement mauvais dans dans la définition de comment est-ce qu'on va créer une société, l'entrepreneuriat de manière générale. Et donc j'ai extrêmement beaucoup appris aux États-Unis au travers de ces expériences, au travers des personnes que j'ai rencontrées, les levées de fonds qu'on a fait avec les investisseurs. Ce qui fait que mon réseau professionnel, même si je vis à Neuchâtel, a toujours été aux États-Unis. Les clients, les investisseurs, les advisors, tout se passe aux États-Unis. Pour moi, la Suisse, c'est finalement ma maison de vacances d'une certaine manière. J'ai jamais vécu aux États-Unis. Je crois que le plus longtemps que je sois resté aux États-Unis, c'était 3-4 semaines Ok. d'affilée. Mais j'y allais évidemment très souvent, à peu près en moyenne sur les dernières 20 ans, peut-être une fois par mois, ou ce genre de cadence. Et donc, quand j'ai recréé CloudBees, c'était évident pour moi que je n'allais pas le faire en Suisse. J'y ai même pas pensé, je crois. Donc, on a directement créé la société aux États-Unis. Par contre, les cofondateurs, il y en avait un en France, il y en avait un en Australie, il y en avait un au Texas, un en Californie. Donc, on était tous répartis sur 3 continents dès le premier jour. Tu as aussi donc levé des fonds aux États-Unis. Quelle est un petit peu enfin, comment tu perçois cette différence de culture aussi dans qu'on appelle ça les venture capital aux États-Unis et en Suisse? Quelles sont un peu les différences?
Alors, il y a des grosses différences dans le venture capitaliste américain de celui qu'on voit en Europe et en Suisse. Je pense qu'un certain nombre de ces différences ont commencé à s'effacer. On n'y est pas encore, mais elles commencent à s'effacer gentiment. Je sais que quand on a levé de l'argent pour la première fois avec JBoss en 2003, c'était très différent. En 2010, c'était toujours très différent. Euh, les grosses différences, alors je vais exprès être un petit peu extrême dans ce que je dis, mais on a l'impression que la plupart du temps, quand on lève de l'argent aux États-Unis, on a affaire à d'anciens entrepreneurs. Quand on lève de l'argent en Suisse, on a l'impression qu'en grande partie, on a affaire à d'anciens banquiers. Alors, c'est une exagération, Mhm. puisque, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont évolué durant la dernière décennie, mais il y a encore un petit peu cette trame qui a des impacts à beaucoup de niveaux, dans la sélection des projets, dans la sélection des entrepreneurs, dans finalement quels critères vont l'emporter pour une décision. Parce que finalement, il y a 25 axes que vous allez vérifier quand vous faites une due diligence, le marché, les entrepreneurs, voilà, il y a plein d'axes que vous allez valider, mais il va falloir les pondérer, ces axes. Lequel prend le plus le pas? Quels sont les paris qui sont faits quand on investit tôt dans une société? Il y a pas de revenus pour dire, ah ben voilà, ça a grandi fort. Il n'y a peut-être pas d'expérience avant qui a été faite d'entrepreneuriat. Quand on a un investisseur qui voit une nouvelle société dont le CEO a fait 4 sociétés avant, c'est quand même plus simple de mettre de l'argent, c'est moins un pari. Donc, il va forcément y avoir un pari et quels critères, quelle pondération on utilise quand on fait ce pari. Et après, ça se ressent à plein de niveaux. Par exemple, moi, j'ai discuté avec des entrepreneurs suisses, quand leur société va pas bien, avant finalement de devoir la fermer, ils se retrouvaient face à un board qui leur demandait énormément de travail. Certains avaient des conseils d'administration chaque semaine à préparer avec une quantité de matériel phénoménale. Mm. Donc en fait, c'est quasi une punition parce qu'on se dit, voilà, tu nous avais promis une vision du marché, on n'est pas en train d'y aller. Et, euh, et donc, il faut que tu nous rendes des comptes maintenant. Mais ça sert à rien. Si vraiment ça se passe mal, bah c'était pas le bon pari, c'était pas le bon timing, c'était le manque de chance, c'était le manque de persistance. Ça peut être mille raisons, mais c'est la vie. On doit Mhm. passer à l'étape suivante et espérer que cet entrepreneur refasse une deuxième entreprise le plus rapidement possible. Donc voilà, ça se met en forme de plusieurs façons. Et je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage à faire pour que le venture capitalisme mature en LVC. Et aujourd'hui, est-ce que tu vois aussi un changement, une redistribution des cartes sur les investissements qui peuvent se faire sur d'autres continents que l'Amérique? Oui, alors il y a des régions qui ont toujours eu une culture d'investissement très avancée. Alors évidemment, on parle des États-Unis de manière très logique. Israël a réussi à tirer son épingle du jeu extrêmement tôt comme Startup Nation. L'idée que finalement, ils ont de très bonnes écoles, de très bonnes idées, mais ils n'ont pas un marché suffisant pour vendre quoi que ce soit. Donc on va faire le R&D, le Product Market Fit, on va le faire en Israël. Et puis après, dès qu'on veut monter en charge, on déménage les équipes aux États-Unis et on va de l'avant. Ça, c'est un modèle qui a marché, qui pourrait tout à fait marcher en Europe. Et d'ailleurs, on voit que souvent les entreprises européennes qui fonctionnent ont mis en place ce marché, ce principe très tôt. L'Asie a une scène du venture capitalisme qui est très florissante, très agressive. Donc ça, il y a aucun doute. On commence à voir des pays d'Afrique qui sont aussi en pleine explosion. Alors, je ne pense pas qu'on ait encore le Google du Nigeria, mais au Nigeria, il y a énormément d'activités, par exemple. On sait que c'est un pays qui va devenir un des plus gros pays au monde Mm. dans le top 3 dans quelques dizaines d'années. Mais en même temps, on n'a pas eu de Google suisse ou européen, donc c'est pas une tare. Voilà, c'est pas un critère finalement. Exactement.
Je voulais revenir sur, j'ai noté ça dans mes notes, Neuchâtel versus USA, mais c'est peut-être un peu trop rapide. Au niveau des compétences que tu aurais en fait aux États-Unis, que tu trouverais aux États-Unis, avec qui tu travailles et collabores, versus les compétences qu'on a ici, est-ce que on a les mêmes ou il y a quand même des différences? Il y a des différences. Alors, je ne vais pas parler des critères un petit peu plus abstraits. Par exemple, on peut parler d'éthique du travail, Mm. de dévotion. Il y a tout un ensemble de valeurs très suisses qui sont très appréciables. Il y a pas il y a pas à discuter. Il y a aussi de très bons ingénieurs. Il n'y en a pas beaucoup, hein, quand on regarde combien d'ingénieurs sortent des EPF ou des ETH, enfin c'est plus les HES maintenant. Mhm. Chaque année, c'est pas Bangalore, hein. C'est pas énorme. Je pense pour moi, qui vient du monde logiciel, et le logiciel finalement est très important où qu'on soit. Aujourd'hui, on peut faire des chaussures de ski, on peut faire des systèmes comme Ramsey pour la gestion de l'eau. C'est du logiciel à la fin de la journée, donc c'est très important. Les métiers qui manquent sont, à mon avis, le product management, le product marketing, Mhm. toute cette gestion du produit, cette interface finalement entre l'engineering et les clients et les ventes. Comment est-ce qu'on fait ses choix? Comment est-ce qu'on définit ses produits? Si on laisse ça entièrement à l'engineering, ben, on ne fait pas forcément des produits dont les clients ont besoin. Et puis, si on suit que les clients, on finit peut-être à rater une étape, une génération finalement Mhm. de produits. Donc, c'est un métier qui est très difficile. Il est enseigné aux États-Unis. Il est aussi enseigné sur le tas, c'est-à-dire qu'on va rejoindre une société et puis on va avoir des très bons product managers qui vont nous dire, eh bien, t'es un bon ingénieur pré-vente ou t'es un bon ingénieur, est-ce que ça t'intéresserait de devenir product manager? Et donc, qui vont ensuite être formés sur le tas. Et donc, il y a une grande inertie, il y a un grand volume. C'est pas du tout le cas en Suisse, c'est pas du tout le cas en Europe. Mhm. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des bons product managers, mais je dirais qu'aujourd'hui, si on en a, c'est un petit peu comme on a Federer aussi. Donc, on a des gens qui sont bons, On mais en a c'est peu. pas une industrialisation de comment est-ce qu'on émule des gens bons. Et justement, est-ce que enfin, tu as pratiquement vécu enfin, tu vis principalement en Suisse, puis tu vas Excuse-moi, régulièrement. je rigole parce que j'ai Ouais. dit on industrialise des jambons. Je l'ai entendu après. Et C'est- voilà. Donc je parlais pas de la culture porcine, hein. Non, on parle bien On parle bien d'industrialisation de des gens gens. qui ont de bonnes capacités, effectivement. Ouais. Absolument. Est-ce que ton savoir-faire suisse dans l'industrie du logiciel aux États-Unis, ça a été un atout pour développer CloudBees? Euh, J'imagine. Je pense qu'il est toujours un petit peu difficile d'évaluer ses propres compétences. Euh, ouais, j'ai un peu de peine à répondre à cette Ouais. question. Ouais. Mm. CloudBees, j'ai pas réussi à le traduire, mais c'est Software Delivery Platform. C'est le cœur de votre métier. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors, on fait rien d'illégal, tout d'abord. C'est important parce que personne ne comprend ce qu'on fait, mais on fait rien d'illégal. Prenons une image, une analogie plutôt, qui est la production de véhicules. On a tous en tête ces images de lignes de production où on voit tous ces véhicules alignés sur 300 mètres avec à chaque fois une étape qui a lieu. On rajoute les portières à l'une, on fait la peinture à l'autre et ainsi de suite. Et comme ça, on arrive finalement à des véhicules qui sont tous les mêmes avec un certain niveau de qualité. Alors, ça a été mis en place initialement par Ford pour le modèle T en 1914. Ça a à peu près un siècle dans l'industrie. Ça a ensuite été perfectionné avec les modèles Toyota et autres. Donc, on a un siècle d'apprentissage là derrière. Hmm. Et si on regarde le monde du logiciel, on a un petit peu été des enfants gâtés parce que c'est super peu coûteux finalement de se planter a priori ou d'essayer des choses. C'est en tout cas moins coûteux que de se planter avec des voitures. Et donc, on n'a pas du tout eu ce modèle, on ne s'est pas du tout inspiré pendant très longtemps du modèle de production des véhicules automobiles ou de tout bien qui est fabriqué. Et ça amenait à finalement un modèle dans l'informatique où on allait tous les 18 mois, tous les 24 mois,
on allait mettre une nouvelle version du logiciel en production. Donc c'est un processus très manuel, un petit peu comme les voitures avant 1914, où une personne était responsable de prendre ce machin, de s'assurer que tout se passe bien, mettre en production, faire des tests, et ça prenait 3 mois, et ça marchait ou ça marchait pas. Et c'est un système qui est complètement hérétique. C'est absurde de faire ça. On ne s'en rend pas bien compte quand on parle de logiciel, quand on n'est pas du domaine, parce qu'on se dit oui, mais en même temps, j'ai une nouvelle version tous les 2 ans, ça doit être suffisant. Euh, L'analogie qui pour moi me parle le plus, c'est imaginons qu'IKEA décide de faire de nouvelles chaises. Et du coup, ils font leur design dans les steppes suédoises. Et tout d'un coup, ils viennent avec une nouvelle chaise qui a 2 pieds. Alors, ça n'a pas bien fonctionné, mais ils en produisent 1 million. Ils dépensent énormément d'argent pour ça. Ils ont un gigantesque stock. Et puis après, ils essayent de les vendre. Puis ils se rendent compte que personne ne veut une chaise qui a 2 pieds. C'est pas idéal, donc on va en rajouter un troisième. Et puis, on va produire 1 million de chaises, puis on va voir si les gens sont contents avec leur chaise à 3 pieds, très contents, un peu contents, pas contents du tout. C'est absurde, on est dans Kafka. Pourtant, c'est ce que fait le monde du logiciel. Ce qu'a fait le monde du logiciel, et une partie des sociétés font encore, c'est-à-dire qu'elles vont finalement créer un logiciel parce qu'elles pensent qu'il répond à un besoin marché. Il peut être qualifié ou pas. Ce marché évolue en même temps, les compétiteurs évoluent, donc la cible qu'on s'est définie est constamment en train d'évoluer, mais nous, on a figé un objectif et on va travailler pendant 2 ans sur cet objectif. Et donc, l'équivalent du stock dont je parlais avant de chaises, c'est 2 ans de développement, peut-être de 20 développeurs. Donc, c'est plusieurs millions. Donc, c'est vraiment de l'argent qui est stocké. Et on va sur le marché pour se dire, ah, on s'est un peu planté, c'est pas tout à fait ça qu'il fallait. Mais vous allez voir, la version 2.0, ça va être une tuerie. Euh, voilà, c'est le monde du logiciel dans beaucoup d'entreprises encore maintenant. Ça l'a été pendant des décennies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle de l'intégration continue, du delivery continu. Donc, c'est d'automatiser toutes ces étapes, comme quand on produit les véhicules. Et ce qui prend 3 mois, au lieu de faire des opérations manuelles pendant 3 mois, on va l'automatiser pour que plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour, on puisse déployer du logiciel. Si vous prenez un site comme Amazon, il y a 5-6 ans de ça, chaque 12 secondes en moyenne, une nouvelle version du code sur certaines parties d'Amazon arrivait en production. Donc entre 2 clics, vous avez un autre site web en face. Vous faites un clic, vous avez un site qui vous répond. 12 secondes après, c'est une version légèrement différente de ce site. Donc, on n'a pas affaire à des évolutions 1, 2, 3 du logiciel, c'est des micro-évolutions de ce logiciel qui est constamment en train d'être mis à jour par petits fragments. Alors, pour faire ça, on y arrive finalement, c'est une longue histoire, hein. Je devrais vous donner le plus petit pitch, mais on doit avoir finalement cette ligne de production qui automatise toutes ces étapes, dans lesquelles on encode finalement notre ADN de comment est-ce qu'on produit du logiciel, et ça c'est ce qu'on fournit. On a donc cette solution qui permet d'automatiser toutes ces étapes pour les clients. Chaque client va le faire de manière différente, mais c'est très important que ça monte en charge pour plusieurs milliers de développeurs, pour plusieurs milliers de serveurs, milliers d'applications, et que ça puisse être complètement automatisé. Alors justement, qui sont tes clients? Alors, toutes sociétés ont besoin de ce genre de solution. Nous, on s'est focalisé plutôt sur les grandes entreprises. Donc, à peu près un quart de nos clients ont plus de 10 000 employés. On a une trentaine de clients qui nous payent plus d'1 million par année. Donc, c'est plutôt des gros clients que des PME. Donc, on a beaucoup de clients, par exemple, dans la banque, dans l'assurance, dans le healthcare. C'est les gros marchés qu'on a. Est-ce qu'il y a une actualité récente qui t'a vraiment marqué? Je pense qu'il y a 2 grands axes qu'il est difficile d'ignorer. Un, c'est la sécurité informatique, et le deuxième, c'est l'intelligence artificielle. Donc la sécurité, tout d'abord, on se rend compte que finalement, on est
on expose de plus en plus de nos données, de nos systèmes de contrôle qui ne sont pas simplement nos PC à la maison, hein, mais on parle de la grande Dixence, on parle de la production d'électricité, ces systèmes industriels, ces systèmes d'infrastructures qui sont très sensibles. Et on se rend compte qu'il y a des trous de sécurité absolument béants. Il y a certaines fois des logiciels qui ont plus de 30 ans qui fonctionnent pour ces systèmes. Le problème, c'est pas qu'ils aient 30 ans, c'est que s'ils ont 30 ans, ça veut dire que ça fait en tout cas 20 ans qu'il n'y a pas de patch de sécurité qui ont été appliqués. Donc on a des gros problèmes à ce niveau-là. Et on voit que c'est gentiment en train de devenir un sujet politique. Pendant longtemps, c'était un problème d'ingénieur. Maintenant, c'est un problème politique. On voit avec Biden qui a créé carrément des ordres présidentiels pour s'assurer que les producteurs de logiciels commencent un petit peu à se mettre au garde à vous, parce qu'aujourd'hui, on fait face à un vrai problème. Je vous conseille à ce titre-là de regarder un film qui s'appelle Zero Day. C'est un documentaire. Il y en a plusieurs qui s'appellent Zero Day, donc il faut tomber sur le bon, pas que vous tombiez sur mettra le bon en faut description. pas tomber sur un film de guerre en se disant qu'est-ce qui m'a mis là-dedans. C'est un documentaire. On interviewe des gens de la NSA, de la CIA. On parle des centrifugeuses iraniennes qui avaient été hackées par Stuxnet, le virus. Donc c'est très très intéressant. Et vous verrez, ça nous ramène auprès enfin, je dis vous, mais en fait, on se tutoie. Je ne sais pas pourquoi je dis vous. Je crois que c'est le. C'est pas grave, voilà. on parle à la communauté. Voilà, la communauté. Ça nous rapproche des discussions, des débats sur le nucléaire qu'on a eu dans les années 70. C'est, à mon avis, un débat qui est très très proche. Et puis le deuxième, l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qu'on fera demain Et je trouve ça absolument passionnant. Qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui Ouais, c'est étonnant. Est-ce que tu as testé un petit peu ChatGPT ou d'autres, Bing, d'autres outils comme ça de générateurs de texte? Oui, on a pas mal de prototypes en cours. On travaille sur un certain nombre de sujets en interne. Moi, je le fais aussi je suis aussi un petit peu nerd, donc oui, ça m'intéresse. C'est super passionnant parce que la vitesse d'évolution ne permet pas enfin, rend très difficile la prévision du futur, en fait, étonnamment. Parce que si on regarde par exemple ChatGPT, quand on en parlait il y a encore quelques semaines, c'était ChatGPT 3.5. On vient tous avec des critiques, on se dit ah oui, mais alors là il est moyennement créatif, il y a ci, il y a ça. Je trouve qu'il faut juste se rendre compte que c'est extraordinaire. On a quelques critiques ici et là, bien sûr, mais ça reste quand même un point d'inflexion qui est assez massif. On ne se rend pas compte qu'on arrive à échanger pendant plusieurs heures avec un système. On n'aura aucune idée de savoir si c'est une intelligence artificielle. Le test, pendant longtemps, c'était de poser, je crois, 3 ou 5 questions spécifiques, puis on arrivait à déterminer si c'était une intelligence artificielle ou pas. Aujourd'hui, ce test, il est mort. On ne peut plus l'utiliser. Donc il y a des tests très sophistiqués pour le faire, mais ça montre à quel point ça a évolué. Si on prend ChatGPT 3.5, quand on lui faisait passer par exemple les examens du barreau américain des avocats, on arrivait aux 10% inférieurs, donc les nuls en gros. C'est déjà pas mal, personnellement, je ne suis pas sûr d'arriver dans les 10% inférieurs. J'espère que je ne passe pas pour les avocats américains d'ailleurs. Et ChatGPT 4 vient d'être réalisé, on arrive au percentile 90%. Donc, on fait partie des 10% les meilleurs des gens qui passent ces examens. C'est une demi-version de ChatGPT de 3.5 à 4. Et en combien de temps ils l'ont fait? En très peu de temps. Exact. On parle d'une année, on parle de peu de temps. Donc, après, il y aura forcément un ChatGPT 5, il y aura Google qui a aussi de très bons moteurs d'afférence qui va venir sur le marché. Il y a Facebook, donc il y a plein de monde qui est actif. Et donc, j'en reviens au problème de prévision. C'est quand on fait des prévisions, on se dit, bon, bah, par rapport à ça, on voit qu'on pourrait remplacer ce type d'activité. Mais pour ces activités-là, par contre, ça ne va pas être une solution. Ouais, ça ne va pas être une solution, mais peut-être dans 6 mois, c'en est une, ou dans 9 mois, c'en est une. Ou même si c'est dans 5 ans, c'est demain matin, 5 ans. Donc, ça rend très difficile, je trouve, les investissements, tout d'abord. Dans quoi est-ce qu'on investit et puis les prévisions en tant que telles. Donc, c'est une période intéressante. Si je comprends bien, du fait que ça va trop vite, la prévision serait trop longue à imaginer ou... C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut faire des prévisions de science-fiction.
On peut Mm. prendre un film de science-fiction, on peut dire voilà, ce sera le futur, mais on passe pour un rigolo. Pourtant, c'est peut-être pas complètement absurde, mais si on arrive là, ça change quoi? Ben, ça change tout. Donc, on commence par où si ça change tout? Parce qu'on a tous un existant. Et donc, on veut bien faire des évolutions dans notre job tel qu'on le perçoit, des adaptations, mais c'est jamais des reboots complets de ce qu'on fait. Donc, ça rend ce genre d'évolution, à mon avis, très difficile à opérer. C'est plus facile finalement de partir depuis une feuille blanche et se dire, Mhm. voilà, on va faire un outil qui va faire ça. Mais même dans ce cadre-là, c'est difficile. Par exemple, on a regardé avec CloudBees beaucoup de sociétés, parce qu'on est constamment en train de regarder quelles sociétés on pourrait racheter. Il y a des sociétés qui étaient actives dans l'intelligence artificielle appliquée au développement logiciel depuis des années. Elles avaient des très bonnes solutions. Elles avaient développé leur propre moteur spécifique avec des ingénieurs extrêmement sophistiqués. Et puis on se rend compte que maintenant, des moteurs génériques pour lesquels on va payer Font des aussi bien. millièmes de centimes par requête, très peu, arrivent à faire plein d'autres choses, y compris passer le barreau américain, et résoudre ces problèmes d'ingénierie logicielle encore mieux que les modèles sur lesquels ont travaillé des ingénieurs pendant des années. Donc, ça ne servait à Mm. rien de faire ces investissements. Donc, on est un petit peu dans cette étape, à mon avis, où d'un côté, on a envie d'investir dans ces solutions parce qu'on se rend bien compte que ça va complètement transformer le monde, mais ces investissements sont eux-mêmes très risqués parce que peut-être que pas dans 5 ans, mais dans 6 mois, dans 9 mois, ils seront complètement désuets. Donc, bien faire ces investissements, c'est risqué. On le voit avec OpenAI. Microsoft investit des milliards. Je regardais encore ce matin une autre société, on ne sait toujours pas ce qu'ils font, il n'y a toujours pas de logiciel. Ils viennent de lever 350 millions, 360 millions de dollars après les 90 qu'ils venaient de lever. Et ça reste un petit peu encore. Bon, on voit à peu près ce qu'ils veulent faire, mais on n'a jamais vu le logiciel fonctionner. Alors, est-ce que c'est un pari phénoménal ou est-ce que c'est une absurdité phénoménale? C'est ce qui fait la beauté du venture capitaliste, c'est que des gens sont prêts à faire ce genre de pari en sachant qu'ils vont peut-être complètement se planter. Comment tu expliques cette réussite d'OpenAI? Alors peut-être que c'est les moyens qu'ils ont qui permettent finalement... Parce qu'on s'attendait peut-être que Google sorte en fait une, comment, de l'intelligence artificielle dans son moteur de recherche. Et puis là, hop, OpenAI qui arrive. Est-ce que c'est des soutiens financiers qu'ils ont extraordinaires? Est-ce qu'ils ont les meilleurs ingénieurs du monde? Enfin, comment ça s'explique ça? Alors, ce qui est étonnant, c'est que beaucoup des outils ou des systèmes qui sont utilisés par OpenAI aujourd'hui ont été développés par d'autres avant. C'est une industrialisation, c'est une mise en volume, et Google a été un des grands innovateurs de ces mêmes systèmes qui font la richesse d'OpenAI aujourd'hui. Alors, certains parlent de la mort de Google et Microsoft va devenir Mhm. la nouvelle société qu'on va retrouver dans des procès pour monopole tout prochainement. Alors, je pense que c'est tout à fait possible, la deuxième partie, mais moi, je ne pense pas du tout que c'est la fin de la récréation. Google a une capacité de feu énorme. Ils ont des moteurs d'intelligence artificielle absolument somptueux. On a vite tendance à oublier qu'il y a à peu près une année, un peu moins d'une année, je ne sais pas si je sais pas si tu te souviens, il y avait ces blogs qui étaient sortis, ces articles, parce qu'un ingénieur de Google considérait que son intelligence artificielle était devenue, j'oublie toujours le nom, c'est sentient, en gros, avait acquis une personnalité, était vivant. On avait passé l'étape du binaire au Mhm. vivant, une conscience en fait, une conscience propre, parce que les réponses qu'il obtenait émettaient des désirs, émettaient des regrets, des frustrations, des désirs de survie et ainsi de suite. Et ça, c'était il y a même pas une année. Et aujourd'hui, on dit, ah non, mais ils ne savent pas faire. Non, ils savent tout à fait faire. Mhm. Ce qui a été raté de la part de Google, et c'est très fréquent dans les grosses sociétés, c'est qu'on va avoir des laboratoires de recherche très puissants, mais ils tournent un petit peu en roue libre en interne. Et il n'y a pas une sorte de pression financière de dire il faut absolument que nos produits sortent et qu'on en fasse quelque chose. Et c'est ce qu'a fait OpenAI finalement. Ils ont pris de l'intelligence, des innovations qui ont été en grande partie faites par d'autres. Ils ont obtenu les financements de Microsoft énormes, un accès à des clusters de machines énormes. On parle de plusieurs centaines de millions parfois pour enregistrer ces modèles, pour créer pour entraîner ces modèles. Et donc, et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis à disposition de tout le monde.
Ils ne sont La pas allés masse, voir ouais. GE et deux grandes banques pour leur dire, voilà, on Mm. va faire quelque chose de très sophistiqué. Ils ont dit, vous allez pouvoir faire les devoirs à votre enfant. Alors, ils l'ont pas dit, mais vous allez pouvoir faire des choses très basiques, rigoler avec. Et ça a été extraordinaire en forme d'éducation des masses, de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. C'est phénoménal. Mm. Donc, je pense que c'est là leur victoire d'étape. Ouais. Le match n'est certainement pas arrivé à sa fin. Quels impacts pour CloudBees? Euh, alors, en partie, alors c'est drôle quand on entend parler les experts de l'AI et notamment OpenAI, on parle d'amplification. On Mhm. ne nous dit pas, évidemment, vous allez voir, c'est fantastique, vous allez tous être virés et on va faire sans vous. Ça serait pas très vendeur. Mais on parle d'amplification. Et je pense que c'est une bonne façon de le voir. Si moi je suis développeur, j'ai la possibilité de demander à un moteur d'intelligence artificielle de créer du code pour moi. Et ce code est assez impressionnant. Chacun peut aller maintenant demander, fais-moi un jeu de Pong. Alors ça peut être ludique, mais ça peut être, écris-moi un code qui fait de l'authentification sur un système quelconque. Enfin, ça peut être des problèmes qui sont pénibles à développer pour les développeurs et avec une valeur ajoutée business qui est assez réduite. Et l'AI va l'écrire de manière instantanée. Donc, la façon dont moi je l'imagine un petit peu, c'est que aujourd'hui, pendant longtemps, on va pouvoir obtenir des gains en productivité énormes, mais pas forcément faire confiance à 100% Mm. dans l'intelligence artificielle. Le problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui, enfin un des problèmes que je perçois dans le monde du développement, c'est que cette intelligence artificielle est très sûre d'elle, euh, même quand elle fait des immenses bêtises. Donc c'est oui, tout à fait, je vais pouvoir vous faire ça. Alors c'est complètement faux, mais avec un aplomb merveilleux. Au moins quand on travaille avec des êtres humains, on voit un petit peu quand ils nous disent écoute, je sais pas trop si ça va marcher ou je pense que c'est Ça super dépend bon. lesquels. Ouais. Voilà, on arrive à lire la personne. Là, pas du tout. Mm. Donc, mais on peut imaginer qu'à terme, un développeur, au lieu d'être simplement un développeur, il va avoir un ensemble d'AI qui vont travailler pour lui ou pour elle. Imaginons, vous allez vous asseoir devant votre PC, au lieu de faire votre code, vous avez 10, 20 AI qui travaillent pour vous comme si c'était des membres de votre équipe et qui se mettent à produire du code. Et vous allez orchestrer ça et dire, ouais, alors ça, c'est pas assez bon, retravaille cette partie-là. Là, il me manque une étape qui fasse ça, donc il faut que quelqu'un travaille à ça. Et donc, on devient une sorte d'architecte abstrait de ça. Ça, c'est une forme d'amplification. Et je pense que c'est une étape qui est beaucoup plus réaliste que de simplement dire, on va dire à une AI, fais-moi ça, et il va gérer, fais-moi un système bancaire, il va faire un système bancaire. Il y a quand même, il ne faut pas l'oublier, tous les besoins clients, c'est énormément de spécifications, c'est énormément de non-dits, c'est de l'implicite, c'est toutes ces choses-là qui font partie de la spécification de ce qu'on doit construire. Et ça, je pense qu'on on est encore pas si mal en tant qu'être humain pour l'interpréter. Mais c'est par exemple une des étapes. Voilà, donc il y a plein d'évolutions comme ça qui vont avoir lieu. On voit par exemple aujourd'hui l'AI qui est capable de trouver des trous de sécurité dans votre code. Elle analyse le code, elle va dire voilà, faut se méfier de ces choses-là. Beaucoup de ces choses sont tout simplement pas possibles aujourd'hui avec d'autres outils. Donc oui, on a un vrai tsunami. La dernière chose que je vais dire là-dessus, c'est que ce qui est peut-être étonnant sur cette révolution AI, c'est qu'on a eu beaucoup de révolutions, hein. On a eu les révolutions industrielles, on a eu plusieurs étapes. Elles ont à chaque fois mis sous pression certaines couches de la population qui étaient très souvent les moins éduquées, Mm. les plus automatisables. Et cette révolution, finalement, est en train d'impacter ce qu'on appelle les cols blancs, finalement. Et donc toute cette couche de la population et d'élite, finalement, qui, pour pas mal de jobs, on pourrait soit les remplacer, soit les amplifier, on va dire. Mais quand on amplifie, ça veut dire qu'on remplace aussi un certain nombre de personnes. Alors on peut trouver ça pas éthique, et c'est des vrais débats. Par contre, si c'est possible, ça aura lieu. On peut trouver ça éthique ou pas éthique. C'est difficile d'arrêter cette évolution. Ça a été fait par le passé. Voilà, exactement. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle bien sûr de données. Il en faut beaucoup. Quand on a eu notre premier échange, tu m'expliquais aussi que les plateformes pouvaient être aussi un lieu idéal pour avoir de la donnée qualifiée. Est-ce que vous travaillez avec ça chez CloudBees?
y a un lien justement avec l'intelligence artificielle et ce que vous pouvez faire de ces données? Oui, alors effectivement, alors pour introduire un petit peu, pas complètement ces notions, mais on voit souvent des sociétés qui vont offrir une solution assez ponctuelle, ce qu'on va dire une fonctionnalité. Et ça peut être utile à un moment donné, mais assez rapidement, comme toujours, le marché a tendance à se consolider et on va grouper plein de fonctionnalités entre elles pour faire une solution plus large. Donc on a constamment cette agrégation qui se fait. Ouais. Une société qui a un succès un jour J, 10 ans après, c'est plus la même société. C'est rare qu'elle vende plus de la même chose. Le marché a tendance à dire, ah ben non, on va aller sur les marchés connexes, on va offrir des solutions plus globales, donc on commence à prendre plus d'ampleur, et ainsi de suite. Et donc dans le monde du logiciel, on arrive à ce qu'on appelle des sociétés qui vendent des plateformes, c'est-à-dire une fondation commune pour tout un ensemble de fonctionnalités. Donc au lieu d'avoir plutôt des îles indépendantes Mhm. qui font chacune leur propre travail, on va dire non, on va avoir une fondation commune. Et ce qui est notamment très important sur ces fondations communes, sur ces plateformes, c'est que les données vont être partagées. Donc les données d'une fonctionnalité vont pouvoir enrichir les données d'une autre fonctionnalité et donner un petit peu des indices sur comment mieux faire son job parce qu'on sait globalement l'environnement est plus riche. Alors, évidemment, c'est super important pour l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle a cette capacité d'amasser une quantité énorme de données et d'en extraire des informations, des décisions, des observations quelconques. Et donc, donc ça renforce l'idée que les vendeurs finalement qui vont réussir, qui vont être plus importants dans la prochaine décennie, vont être ces vendeurs de plateformes massifs. Alors ça peut, quand on parle des grandes sociétés, évidemment, à Microsoft, c'est une de ces grandes plateformes, Mhm. Google, c'est une grande plateforme, mais il y a plein de domaines, quand on parle de la santé, quand on parle des médias, quand on parle de... Voilà, dans tous les domaines, on va, je pense, avoir affaire à de plus en plus de gagnants qui sont ces producteurs de plateformes, parce que ces plateformes peuvent ensuite offrir plus de données. Ce qui est intéressant, en dernier point là-dessus, c'est que il y a encore quelques années, pour faire de l'intelligence artificielle sur ces données, il fallait vraiment avoir des données bien structurées, bien nettoyées, qu'on puisse les analyser proprement. Ce qui est intéressant avec les intelligences artificielles comme ChatGPT aujourd'hui, c'est qu'on peut leur balancer Mm. à peu près n'importe quoi, dans n'importe quel ordre. Elles arrivent à en inférer quelque chose. C'est bluffant, il faut voir ces démos, hein. On leur donne un code de loi qu'elles n'auront jamais vu. On leur pose des questions spécifiques sur une situation donnée Mm. et ça va interpréter en direct la situation. C'est inquiétant même, parce qu'en fait, on se dit, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique, qui n'est pas customisé. En fait, on a développé un modèle de LLM qui est finalement assez générique, qui est assez simple, on peut dire. Et ensuite, on lui a balancé une quantité massive de données avec, et on a plein de paramètres. Donc, on va définir la taille du cerveau d'une certaine Mhm. manière. On balance toutes ces données et comme ça, comme par magie, il arrive ensuite à être créatif d'une certaine manière. Enfin, moi, j'appelle ça de la créativité. C'est pas pire ça que certaines personnes que je connais. Et à extraire de l'information, mais on lui a Mm. rien enseigné de particulier en fait. Et ça pose vraiment pour moi cette question d'à partir de quel moment on arrive avec un système qui, s'il était petit, serait complètement stupide, ne ferait rien en fait, et juste parce qu'il est large, il arrive à produire des choses comme ça. Enfin, c'est peut-être très abstrait, mais moi, Non, ça me choque de manière positive, mais je suis complètement choqué par rapport à ça. Ouais. bah, avec nos cerveaux, on arrive à emmagasiner, je sais pas, 12 heures d'informations par jour. Ouais, peut-être, pas moi, mais non, mais je vois tout à Mais fait. je veux dire, c'est ça C'est ça. ce qui est bluffant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est illimité. Mm. C'est limité, mais on peut se dire, finalement, est-ce que certaines parties du cerveau, est-ce qu'elles sont comme ça? Est-ce que finalement, on a cet aspect générique, mais c'est uniquement parce qu'il est très large qu'on arrive à cette intelligence. Euh, je ne sais pas, je ne suis pas du tout spécialisé dans le cerveau. Je crois qu'on comprend d'ailleurs très mal comment Oui, fonctionne je le crois, cerveau, hein, ouais. Mm. donc à suivre.
Mais je ne sais pas si tu as déjà écouté Michel Serres, qui explique qu'on a non pas des cerveaux plus vides, mais plus libres. Parce qu'en fait, si on regarde un petit peu l'histoire depuis l'imprimerie, avant, on apprenait par cœur des choses, ensuite, on les a écrites, etc., etc. Ce qui fait qu'on a libéré nos cerveaux. Et lui, il le voyait vraiment positivement pour être encore plus créatif. Ah oui, c'est très beau Voilà. et c'est une belle observation, effectivement. Ouais, Voilà, donc faut pas s'inquiéter, enfin, faut accepter ce qui arrive, c'est chouette. je suis d'accord. Est-ce que tu collabores avec des universités suisses ou le PFL pour des projets? Non, assez peu. On en avait fait quelques-uns chez JBoss, assez peu. Pas par désintérêt de ce qu'elles font, il y a de très belles choses qui sont faites. C'est plus, je pense, par rapport à notre domaine d'activité. Ouais. Hmm. Au niveau on a parlé d'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a d'autres évolutions dans la tech que tu regardes? Tu as parlé tout à l'heure de sécurité, peut-être que tu peux en dire quelques mots là-dessus par rapport à CloudBees et ce que vous souhaitez faire? Oui, on est très actif dans le domaine de la sécurité. C'est très important. Et c'est un vrai problème qui a plusieurs facettes, en fait, qui est difficile. D'un côté, on a les développeurs, ils font du code. Et eux, pour rester contents, ils doivent avoir l'impression de résoudre des vrais problèmes, Mhm. d'avancer, de faire du progrès. À l'autre extrême, vous avez des gens qui font de la compliance, donc qui sont là pour s'assurer que les données soient sécurisées, qu'il n'y ait pas, si on doit garder les données en Europe, elles restent en Europe. Donc c'est une mission totalement valide. C'est pas un travail inutile. Par contre, quand on a ces deux mondes qui rentrent en collision, ça rend les choses très difficiles parce qu'on va devoir convertir finalement ces standards, ces obligations légales par exemple, dans des checks. Ça signifie quoi factuellement de dire il faut que mes données restent en Europe? Bah, on ne parle pas de données qui restent en Europe quand on fait du développement. On a des méthodes de stockage, des bases de données, des procédures de déploiement. Donc c'est plus abstrait que ça, c'est pas le même monde. Donc comment est-ce qu'on graduellement, est-ce qu'on va traduire finalement ces besoins dans des checks, dans des validations qui parlent ensuite aux développeurs? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on s'assure? Parce il y a plein de choses qui sont faciles pour détecter des bugs. On peut mettre plein de scanners qui vont tester le code dans tous les sens. Mais la vie d'un développeur devient après un petit peu compliquée et pas très productive. On se retrouve avec des développeurs qui finalement se reprennent des centaines, il faut bien se rendre compte, c'est des centaines, voire des milliers d'alertes qu'on doit aller voir dans plein d'outils. On doit essayer de comprendre pourquoi c'est un problème. Et donc, ce tsunami d'informations qui vient est complètement contre-productif et frustre tout le monde parce que les développeurs vont pas finalement pas les corriger. La société est à risque. Les personnes qui veulent pousser cette compliance Mhm. n'arrivent pas à leurs objectifs. Donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir une meilleure dynamique pour s'assurer qu'on arrive à avoir la vitesse d'exécution, mais également la paix de l'esprit et qu'on soit secure à tout moment? Comment est-ce qu'on fait ça? Et donc ça, c'est des sujets qui nous concernent directement puisqu'on est chargé justement Mhm. d'accélérer ce flux de logiciels pour qu'il arrive en production constamment. C'est évidemment un domaine qui nous est très cher. Sacha, tu as acquis une somme de connaissances et de compétences importantes. Est-ce qu'aujourd'hui tu partages ça avec d'autres entrepreneurs ou est-ce que tu fais de l'accompagnement? De manière non formelle, ouais, volontiers d'ailleurs. Je prends régulièrement des téléphones d'entrepreneurs. Alors certains en font bon usage, c'est-à-dire ils m'appellent régulièrement, ils me demandent des petits cafés à gauche à droite. D'autres, c'est une fois. Donc ça dépend de chacun. Et puis peut-être que j'ai pas la même valeur pour chacun. Mais je le fais volontiers parce que moi-même, je l'ai toujours apprécié. Et, et- et plus que l'argent, parce que l'argent, ça se trouve, Mm. c'est finalement d'avoir des conseils. Et les conseils d'un entrepreneur à un entrepreneur, je pense, sont très importants. L'empathie n'est pas la même. On parlait avant des conseils d'administration punitifs Mm. qui existent. Je pense qu'il y a une autre relation qui peut se créer. Donc ouais, je pense que c'est très utile. Par contre, ce que je ne fais pas, c'est je m'engage pas dans des relations plus formelles, c'est-à-dire des conseils d'administration ou de dire bah, toutes les 2 semaines, j'aimerais avoir un téléphone et autres, tout simplement parce que j'ai aussi un job.
Et donc, j'ai peut-être de la peine à être multitâche, je sais pas. Mais c'est un truc qui me pèse, j'ai remarqué, parce que du coup, je suis pris dans mon job, Mm. et après, j'ai ces éléments qui arrivent, j'arrive pas préparé, et j'ai l'impression d'un petit peu de faire une arnaque en Mm. disant oui, oui, je vais venir vous aider, mais je suis pas prêt du tout. Donc, je pense qu'il faut le faire bien. Et de la même manière, j'ai fait quelques investissements, j'en fais peu, tout simplement parce que pour faire des bons investissements, je pense qu'il faut faire des vrais due diligence. C'est un job d'être investisseur. Et donc, moi, je le fais plutôt sur. On parlait des 35 axes avant d'analyse. Moi, je vais en prendre trois. Et un, ça va être est-ce que je crois à l'entrepreneur? Il y a un fit? Est-ce il doit se passer quelque chose? Euh, et c'est un peu léger pour un investissement. Donc c'est bien, T'en fais peu. mais c'est pas suffisant. Donc peut-être que dans une future vie, ce sera le cas, mais aujourd'hui, j'essaye de me restreindre sur ce que je fais. Quelle est la chose la plus dure que tu aies eu à faire ou que tu dois faire dans tes activités? Alors, c'est déjà, c'est un marathon. Il faut se rendre compte qu'entrepreneur, je sais que parfois, il y a un peu cette vision, je vais faire une start-up, parce que c'est toujours ce dont on parle dans les médias américains notamment. C'est la boîte qui a été créée, 3 semaines après, ils se sont fait vendre pour 1 milliard à Facebook. C'est Mm. le truc. Et donc, on finit parfois avec un petit nombre, mais un nombre quand même de start-up où on a l'impression que le cœur n'y est pas et que c'est un flip rapide qu'on essaye de faire. Mm. Tant mieux, si ça a lieu, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que le vrai job d'entrepreneur, c'est pas ça. C'est un commitment à long terme, il faut être prêt à le faire à long terme parce que c'est pas que ça va nécessairement être long, ce sera probablement pas court Mm. et il se passera ce qui se passera. Donc il faut être prêt à ce marathon. Moi j'ai travaillé avec des gens excellents euh, et parfois, ce qui leur manquait, c'était cette persistance. C'était ce sentiment que, tiens, c'est long c'est dur et ça devient plus dur. Oui, ben, c'est des vagues, Mm. effectivement. Et on a un petit peu une vision parfois bande dessinée des startups. Hein. Et quand on regarde une bande dessinée, voilà, il se passe une action, il se passe une autre action. Voilà, c'est toujours des éléments forts. Mm. Mais c'est pas ça la vie d'un quelconque écosystème, y compris d'une start-up. C'est plein de moments chiants, c'est plein de Ouais. moments de doute, c'est plein d'échecs, de micro-échecs. C'est des moments où on est proche de la faillite. Avec CloudBees, on a plusieurs fois des éléments où on ne savait pas ce que ça allait donner. Donc, il faut avoir la carapace et la persistance d'aller de l'avant. Euh, et c'est, ouais, quand je vois des gens talentueux, c'est toujours la chose qui me frustre le plus. J'ai vu plein de gens moyennement talentueux réussir parce qu'ils étaient extrêmement Mhm. persistants, et j'ai vu pas mal de gens très talentueux se planter parce qu'ils n'en foutaient pas une. Ouais. Et donc, je vois parfois un petit peu des gens talentueux qui ont l'impression qu'ils doivent moins bosser que les autres. Alors, c'était possible à l'école secondaire et au gymnase, je Ouais. pense, mais dans la vraie vie, c'est pas ça qui doit se passer. Et donc, c'est toujours frustrant de voir ces talents cachés. Et je pense que la persistance, la niaque, c'est vraiment la persévérance, comme on dirait en Ouais. français, c'est vraiment des choses très, très importantes. Et puis personnellement, pour moi, ce qui est toujours difficile, c'est finalement de licencier des Mm. gens qui sont proches, des collaborateurs proches. Alors licencier, bah oui, c'est des licenciements d'une certaine mesure, mais c'est souvent des discussions Ouais. un peu plus matures que ça. Et elles sont obligatoires. C'est-à-dire que dans la vie d'une société, on ne peut pas avoir les mêmes personnes et les mêmes fonctionnements quand on n'a pas de revenus, quand on a 10 millions, quand on a 50 millions, quand on a 150 millions de revenus. C'est pas la même planète. Mm. On fonctionne avec 30 personnes différemment quand on en a 600. Et donc, il faut simplement reconnaître qu'on a finalement un cœur de métier où on est à l'aise, où on opère bien, et puis un où on n'opère pas bien. Et donc, faut savoir avoir ces discussions. Mais moi, j'aime bien avoir des relations personnelles, pas personnelles avec mes collègues, mais l'aspect
je sais pas quel mot utiliser, c'est peut-être l'affect ou autre, mais c'est important. J'ai besoin de sentir les gens. Et Mhm. donc, du coup, quand il faut se séparer, c'est toujours un peu difficile. Je pense que être psychopathe dans ce genre de monde, c'est beaucoup plus simple. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un pourcentage de psychopathes plus élevé chez les CEO. Paraît-il. Voilà. Moi, je me suis auto-licencié finalement il y Ah, a 2 ans, ok. hein, puisque j'ai été CEO pendant 11 ans. Et après, j'ai donné la main. Et je le regrette pas du tout. Hmm. J'ai qu'un regret, peut-être, c'est de pas l'avoir fait plus tôt. C'est vrai? Ouais, ouais. C'est quoi ta prochaine start-up? Aucune idée. J'aimerais idéalement qu'elle soit locale, plus Mhm. locale. J'ai beaucoup voyagé, j'ai été beaucoup jet-lagué, Ouais. j'ai fait plein de choses qui étaient très très chouettes, et je le fais toujours avec passion. Par contre, je pense que faire quelque chose de local apporterait d'autres découvertes, d'autres Hmm. problèmes, d'autres points positifs, mais si je devais refaire quelque chose, je ferais plutôt quelque chose de local. Après, je suis pas sûr que je ferais je sais pas, mais je suis pas persuadé que je ferais une start-up. Mhm. Je pense qu'il y a des beaux projets à faire, il y a des belles innovations à faire. Je serais passionné, par exemple, par la digitalisation des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Quel impact sociétal ça peut avoir. Je, Moi, je sais une chose, c'est que la méritocratie, grâce à l'entrepreneuriat et au logiciel, c'est quelque chose qui est plus vrai que dans d'autres domaines. C'est pas Hmm. parfait, la méritocratie parfaite n'existe pas, mais on le voit tous les jours, des gens qui étaient talentueux en informatique, qui ont réussi grâce à l'entrepreneuriat à faire des grands succès. Et je pense qu'il y en a plein nos contrées, il y en a plein nos villages, Hmm. et de pouvoir trouver ces prochains talents et de leur permettre d'avoir des succès, ça c'est un truc qui me passionnerait pas mal. Ouais, ce serait chouette. Ouais. Est-ce que tu aurais deux livres, deux chaînes, enfin, des sources d'informations que tu pourrais partager aujourd'hui? Euh, alors, c'est un peu bizarre parce que je devrais venir et me dire, alors moi j'adore Sartre. Alors non, je suis pas assez littéraire pour ça. Euh, mais je vais citer quelques trucs. Moi, je m'informe énormément au travers de Twitter et de YouTube ou de Mastodon. Mhm. Donc, donc avant même d'aller regarder et Dieu sait si j'ai des abonnements autant à Arc Info, au Monde et ainsi de suite. Mais c'est vrai que je vais d'abord chercher mes news sur Twitter, sur des comptes ou sur des listes que je suis, donc qui sont pré-calibrés, parce que j'ai l'impression d'avoir des news souvent plus profondes et plus Mhm. directes. Donc complémentaires avec les journaux, mais c'est quand même ma source principale. YouTube, j'adore. Mm. On parlait d'apprendre avant, d'apprendre seul. Et moi, je passe des heures sur YouTube. T'as un J'adore compte faire payant? la... Hmm. Tu as un compte Non, j'ai payant? pas un compte Là, je te payant. jure, ça change la vie. C'est vrai? Pourquoi? Parce que tu peux, déjà, il n'y a pas de pub, ça c'est bien. Ouais. Et ensuite, tu peux écouter ça en podcast. Si tu verrouilles ton Ah attel, oui, en fait, ça devient du podcast. C'est assez agréable, on dirait pas, c'est un petit détail, mais ça change pas mal la vie. d'accord. Bah alors, je vais le prendre en considération. Je crois que si j'analyse mon comportement, je donne suffisamment de pognon à Google Ouais, bien pour que sûr. quand il me pose la question, est-ce que tu veux payer pour YouTube, je me dis, j'ai l'impression que Ah je oui, paye oui. déjà un petit peu pour YouTube, mais c'est Mais j'ai probablement eu pas un moment très de de doute. rejet, non, de rejet, je voulais pas payer aussi. Je me disais, ah non, ça m'embête, ça m'embête. Mais en fait, c'est devenu une source d'information qui est vraiment, Ouais, ouais, qui est vraiment géniale. Mm. d'accord. Ben moi, j'écoute beaucoup de. J'aime bien la géopolitique, en fait. Mhm. Donc, d'ailleurs, j'ai le nom qui m'échappe complètement, mais je l'ai dans ma poche, donc je peux le trouver, que j'aime beaucoup. J'adore la physique. Donc, je suis pas forcément bon en physique, hein. Je suis même particulièrement pas bon en physique, mais j'adore travailler et apprendre des choses en physique, soit en lisant des livres, soit en allant sur des chaînes YouTube. Et puis quand je lis des romans, alors j'adore les policiers, j'adore Joe Nesbø, Ah oui. Mm. parce que, et je suis sûr que les Norvégiens sont morts de honte. Ma tante est norvégienne et à chaque fois que je dis Joe Nesbø, elle me dit mais ça se dit pas du tout comme ça. Mais enfin bon, Joe Nesbø, euh, parce que je trouve que jusqu'aux dernières pages,
on ne sait toujours pas ce qui va se Mhm. passer, et rares sont les auteurs qui arrivent à faire ça. Donc, Ce que je te propose, c'est je mettrai les liens YouTube dans la description. Tu me ah oui, donneras plus volontiers. tard les noms justement pour la géopolitique et la physique. Ouais. Et puis j'aurais voulu savoir si tu pouvais nous recommander une personne que tu aimerais voir aujourd'hui à ta place, que l'on pourrait inviter. Alors, c'est difficile de faire un choix parce qu'il y a plein de gens chouettes. Mm. Chez les entrepreneurs que je suis, par exemple, il y a les frères Santos qui ont une start-up Week qui font une sorte de marketplace de sons électroniques. Donc ça, c'est passionnant. Ils ont vraiment une motivation à 300%. Tu as interviewé Ramzi déjà. Oui. Donc Ramzi est un ami. On s'est connus pendant les études il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans maintenant. Mais une personne, je pense, dont on ignore trop la présence dans nos contrées, s'appelle Ed Bugnon. Alors, Ed Bugnon est actuellement professeur à l'EPFL et il fait plein de choses super chouettes, mais peu de gens savent qu'à la base, il a des racines neuchâteloises. Il a fait l'EPFZ et ensuite il est parti à Stanford faire sa thèse de doctorat. Et ce sur quoi il travaillait, la virtualisation, est devenue ensuite cette fantastique société qui s'appelle VMware, société qui a eu des multiples histoires entre des rachats, des rentrées en bourse, des réachats et autres, mais une société absolument fantastique. Donc il est un des cofondateurs de VMware, qui a été vendu récemment à Broadcom pour 61 milliards. Donc, ce qu'a fait Ed avant de revenir des États-Unis, il a vécu 2 décennies en tout cas aux États-Unis, c'est qu'il allait finir sa thèse, ce que j'ai trouvé absolument fantastique. Il allait finir près de 2 décennies après sa thèse à Stanford. C'est très beau, c'est Il a vrai. demandé à VMware l'accès au code source du premier moteur de virtualisation qu'ils avaient créé, puisque sa thèse était là-dessus. Et après, il est rentré à l'EPFL. Il a fait plein de choses chouettes à l'EPFL. Il les fait toujours. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Il est aussi sur le conseil d'administration de Logitech. Magnifique, ben, on va le contacter. Très bien. J'espère qu'il viendra. Merci infiniment, Sacha. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et puis bonne journée. Merci.